BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h19 et je suis avec Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin parce qu'on a plein de questions. On va commencer par l'une des enquêtes de la rédaction aujourd'hui, les mines. Parce qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des minerais, comme vous le savez. Alors évidemment, on connaît le nickel de Nouvelle-Calédonie, mais on connaît peut-être moins le tungstène, la fluorine, le zinc en Bretagne, dans les Pyrénées, dans le Massif central. Il y a les fonds marins, les grands fonds dont parle aussi Emmanuel Macron. Est-ce qu'il ne faut pas s'interdire, Barbara Pompili, de rouvrir des mines en France ou d'ouvrir de nouveaux gisements dans les fonds marins ? Vous savez, je crois que la crise de la Covid a montré qu'on avait besoin de récupérer notre souveraineté sur un certain nombre de matériaux qui sont très importants pour le développement de notre vie économique. Ouais. Et donc, je crois qu'il faut s'interdire de rien. Il faut regarder ce qu'il y a chez nous et qu'on pourrait peut-être éviter d'importer de pays où, justement, ça va être prélevé de manière peu intéressante pour l'environnement, par exemple. Donc, sur le lithium, par exemple, qui est très connu, dont on a besoin pour les batteries, nous savons que nous avons du lithium en France. Il faut que nous regardions si ça vaut la peine d'en prélever en France. Et dans ces cas-là, nous allons appliquer des règles qui sont des règles que nous avons changées dans la loi climat et résilience, qui font que nous allons avoir besoin d'autorisation environnementale pour pouvoir lancer de nouvelles mines. Donc ça veut dire que nous pourrons avoir éventuellement des mines, mais qui seront beaucoup plus respectueuses de l'environnement que ce qui se passe ailleurs dans le monde. Vous allez créer beaucoup de ZAC, vous le savez quand même. Non, mais il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Se dire, c'est pas grave, on laisse polluer ailleurs, en fermant les yeux de manière vertueuse, en se disant, chez nous, ça va. Ça... Ouais. Non, moi, je préfère qu'on fasse des choses chez nous et qu'on les fasse bien. Et puis, évidemment, ça n'est pas ça le seul remède à notre besoin de souveraineté. Le deuxième remède, c'est le développement de l'économie circulaire. Ouais. Quand on travaille sur, justement, le recyclage des batteries, qu'on est en train de monter des usines de batteries en France et de les recycler, ça permet aussi d'utiliser moins de ces minéraux. On va en parler, mais on a besoin, effectivement, vous avez raison, de ces minéraux stratégiques pour, par exemple, les éoliennes ou pour les batteries électriques. Donc il faudra bien, effectivement, trouver ces matières premières. Sujet encore plus sensible, peut-être, les grands fonds marins, dont a parlé le président de la République, Emmanuel Macron, en disant qu'il ne fallait pas s'interdire et que la France avait des richesses. Sauf que vous avez vu, on vient de faire une chronique Impact, où beaucoup d'industriels promettent de ne pas s'approvisionner en matières premières venant, justement, des grands fonds marins. Alors, qui croire, Emmanuel Macron ou les écolos ? Non, ce qu'avait dit Emmanuel Macron, c'est qu'il fallait d'abord ne pas se priver de connaître, puisqu'il y avait eu des débats à Marseille lors de l'UICN sur la question de est-ce qu'on peut aller faire des explorations des fonds marins. Là, même d'un point de vue scientifique, il faut qu'on connaisse. Les fonds marins sont parfois moins connus que ce qui se passe dans l'univers ou sur la Lune. Donc il faut qu'on découvre ce qui se passe dans nos fonds marins. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut aller tout prélever ? Non, il faudra le faire de manière très attentive, raisonnée. Encore une fois, il ne faut s'interdire rien, mais il faut avoir une manière de voir les choses, la préservation de l'environnement, essayer d'être le moins impactant possible et en même temps ne pas se fermer les yeux sur des besoins que nous avons, même si on peut essayer de les réduire. Le rapport de Philippe Barin, l'ancien PDG de PSA, justement sur l'approvisionnement en métaux stratégiques, c'est pour quand ? Dans les jours qui viennent ? C'est pour début de l'année prochaine. Début de l'année prochaine, et ça va nous aider dans la stratégie que nous avons, qui est une stratégie plus globale sur la décarbonation de nos industries. Parce que je crois qu'on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer. Mais c'est une révolution, on s'en rend très bien compte ici, vous avez raison. Vous avez, exactement, et c'est pour ça que je suis bien contente d'être ici pour en parler avec vous. On a beaucoup parlé d'ubérisation de la société. Là, je crois qu'on peut dire que nous sommes face à une teslaïsation de la société. Pourquoi je dis ça ? Teslaïsation. Teslaïsation de la société. On aime beaucoup Tesla ici, donc parlons de la teslaïsation. Mais pourquoi ? Parce que tout simplement, en 2009, Tesla, c'était 150 voitures. C'était 150 voitures. Aujourd'hui, on est à 500 000 voitures. 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Exactement, autant que toutes les entreprises automobiles. Donc c'est énorme, ça va très très vite. Et donc, la teslaïsation, ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas dans le chemin de la transition écologique, qui ne se mettent pas dedans, vont se faire complètement exploser par des entreprises qui, elles, vont le faire. Et donc, on a besoin que toutes nos filières, que toutes nos entreprises partent dans cette direction. Alors, comment vous pouvez les aider ? Alors, parce qu'elles en ont
conscience à ces entreprises, effectivement, de cette nouvelle révolution industrielle et environnementale, de transition. Comment vous pouvez les aider, vous, gouvernement? Est-ce que vous avez les moyens? Et comment on peut flécher? Est-ce que c'est votre rôle de flécher? En fait, c'est un travail main dans la main. Ce qu'on va lancer, là, c'est une dizaine de stratégies de décarbonation, filière par filière. Un travail main dans la main où on se met autour de la table pour voir exactement ce dont on a besoin. Par exemple, vous prenez le maritime. Moi, je vais à Saint-Nazaire cet après-midi. Ouais. Je vais aller voir, justement, des entreprises qui sont en train de travailler sur des nouvelles voiles, sur des gros bateaux pour baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. Très bien. Donc des cargos à voile, par exemple. Voilà, des cargos à voile. C'est de l'innovation, c'est très bien. Mais l'État, évidemment, peut accompagner comme il l'a fait avec France Relance. Mais ce qu'il peut faire aussi, c'est travailler au développement des infrastructures. On a besoin que les ports soient électrifiés, par exemple. Et on a besoin d'identifier quels sont ces besoins pour que chacun à sa place, on puisse donner les bonnes impulsions. Quand vous avez des camions qui vont devoir se décarboner, est-ce qu'ils doivent passer plutôt au gaz? Est-ce qu'ils doivent passer plutôt à l'électrique, plutôt à l'hydrogène? Mais s'ils veulent passer à l'hydrogène, il faut qu'à côté de chez eux, ils aient de l'approvisionnement en hydrogène. Donc il faut que nous, on puisse le pourvoir, on puisse organiser le fait que ça s'industrialise autour pour faire de l'hydrogène. Les bornes de voitures ou, par exemple, l'agroalimentaire. Si l'agroalimentaire aujourd'hui continue à faire de la déforestation importée, ils vont mourir dans pas longtemps parce que tout simplement le marché européen va se fermer. Donc comment on fait pour ensemble préparer en fait tout l'écosystème qui va permettre que ça marche? C'est ça qu'on doit faire ensemble. Alors la transition elle est compliquée, on le voit avec les prix de l'électricité qui s'envolent. Vous avez vu plusieurs usines arrêtent leur production ou travaillent la nuit, d'autres menacent de fermer les usines en 2022 ou moins temporairement parce que l'électricité flambe. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? On avait pensé à un moment donné qu'on augmenterait le plafond disponible de cette électricité nucléaire bon marché, vous savez, le fameux ARENH à $42. Finalement, non. Vous avez cédé à la pression d'EDF ou vous n'allez pas augmenter ce plafond? Non, on ne cède à aucune pression. Nous, notre priorité absolue, c'est de faire en sorte que l'évolution des prix de l'énergie ne pénalise pas trop les entreprises, le moins possible. Donc on a déjà décidé de plafonner la hausse qui est prévue, donc on la plafonnera à 4%. Ça c'est pour les particuliers? Oui, c'est pour les particuliers, mais pour les entreprises. On a travaillé notamment avec les entreprises électro-intensives, enfin énergo-intensives, pas seulement électro-intensives, pour trouver avec eux des solutions, que ce soit à court terme ou à moyen terme, parce que malheureusement, on voit bien que la volatilité des marchés ne va pas se terminer. Et puis on est en train de travailler aussi au niveau européen. J'étais en Conseil de l'énergie hier avec mes voisins européens. Sur la régulation du marché européen de l'électricité. Sur la régulation du marché. Vous pensez qu'il faut le changer, ce marché où c'est le coût marginal qui donne le là? Il faut qu'on fasse attention. Le marché de gros de l'électricité européen est protecteur. Il n'y a pas de blackout. Voilà, et puis nous aide à faire des interconnexions, nous aide à travailler avec nos voisins européens. Donc il est protecteur, il ne faut surtout pas le détruire. Oui, les Français, ce qu'ils se disent, ils disent nous on produit l'électricité nucléaire quand même bon marché, de manière régulière, et finalement avec l'ouverture du marché européen, on ne bénéficie plus de cette électricité pleinement. C'est un peu, je ne sais pas si c'est une mauvaise perception, mais c'est la perception des Français. Alors les tarifs réglementés quand même nous protègent, mais c'est vrai que là on a vu qu'il y avait des effets qui étaient moins maîtrisés. Et donc on travaille, et on a, avec 5 pays d'ailleurs, avec l'Espagne, avec l'Italie, avec la Roumanie, avec la Grèce, avec Malte aussi, donc des gros et des petits pays, on a fait des propositions à la Commission hier pour faire évoluer ce marché, pour tenir compte... Très simplement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, vous l'avez un petit peu évoqué, mais pour tenir compte de la décarbonation des mix. Ça peut aider aussi les pays qui font des efforts pour se décarboner à pouvoir le répercuter sur les consommateurs et les industriels. Sur les consommateurs et ça, vous pensez que l'Europe peut vous dire oui? On sent que c'est compliqué parce qu'on a un certain nombre de pays qui disent surtout qu'il ne faut pas toucher à ce marché parce qu'il est protecteur. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail d'explication, de montrer que de la même manière que l'Europe évolue, ce marché peut évoluer tout en gardant ses fondations qui sont protectrices. Une question justement, vous avez promis aux Français de ne pas augmenter le prix de l'électricité de plus de 4%. Vous avez vu ce que disent les experts, ça ne va pas vous coûter 4 milliards d'euros, ça risque de vous coûter 12 milliards d'euros. Est-ce que quoi qu'il arrive, l'État paiera? Quoi qu'il arrive, l'État protégera. C'est énorme, 12 milliards d'euros. Bien sûr, et c'est pour ça que le plus important, c'est au-delà de ces mesures qui sont des mesures d'urgence, 1, on travaille sur la régulation du marché au niveau européen, et 2, on aide
nos concitoyens à pouvoir consommer moins d'énergie et donc avoir une facture moins forte à la fin, notamment en les aidant sur les travaux d'isolation des bâtiments, par exemple. C'est pas une folie d'avoir fait cette promesse de bloquer les prix de l'électricité et de devoir faire un chèque de 12 milliards d'euros? Non, ce n'est jamais une folie d'accompagner nos concitoyens dans des moments de crise, dans des moments difficiles. Mais on aide. Quoi qu'il en coûte, ça continue. On aide maintenant, mais encore une fois, à long terme, il faut absolument que tout le monde réduise ses besoins en électricité et ses besoins en énergie. Donc, on est en train d'aider tout le monde à faire, notamment, j'insiste sur l'isolation des bâtiments, parce que c'est un des gros vecteurs de dépenses d'énergie. Faites ça, vous avez ma prime rénov', allez-y, vous êtes aidés, profitez-en, parce que ça vous aidera pour votre facture plus tard. Et parce que le pétrole continue d'augmenter, l'électricité aussi. Merci beaucoup Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, d'avoir été avec nous dans Good Morning Business.